Bien le bonjour mes petits samoussas. Enfin, une nouvelle vidéo. Pour celle-ci, j'avais envie de vous faire redécouvrir un réalisateur. Cela me permet également de revenir à mes premiers pas en vidéo. Parce que j'avais commencé en parlant d'un réalisateur un peu mal aimé, Marcus Nispel. Aujourd'hui, on va revenir sur un réalisateur qui a refait parler de lui très récemment avec son dernier film intitulé The Whale. The Whale qui remet également un acteur un peu boudé pendant des années et qui a raflé tous les prix de meilleur acteur en 2023, Brendan Fraser. Ouais, ça change quand même vachement de La Momie. Notre réalisateur du jour est Darren Aronofsky. Avec son dernier film, Aronofsky revient à ses premiers amours cinématographiques et au style de film qui l'a fait connaître en laissant de côté le cinéma à grand spectacle et à la provocation facile. Et son dada, c'est l'Amérique. L'Amérique et ses défauts, l'Amérique et son côté obscur. Allez, on remballe. Quelle métaphore incroyable! Plutôt que de vous parler de l'obsession qu'a Darren Aronofsky pour l'obsession, habile, nous allons préférer nous attarder sur 3 films piliers de notre metteur en scène afin de comprendre un peu plus son univers et ce qu'il veut transmettre, mais aussi s'apercevoir à quel point c'est un réalisateur important, voire, pour moi, l'un des meilleurs de sa génération. Trêve de blabla, passons aux choses sérieuses. Mesdames et messieurs, bienvenue pour une nouvelle expérience cinéphage. Commençons par une rapide présentation du bonhomme. Darren Aronofsky est un réalisateur américain né en 1969 à New York, dans le quartier de Brooklyn. Autre que les films présentés aujourd'hui, on lui doit les longs métrages Pi, le film qui l'a fait reconnaître par ses pairs, The Fountain avec Hugh Jackman, Black Swan, film centré sur le monde impitoyable de la danse classique avec le duo Nathalie Portman et Vincent Cassel, ou encore le très controversé Noé, blockbuster biblique avec Russell Crowe et l'actrice fétiche d'Aronofsky, Jennifer Connelly. Darren Aronofsky est très reconnaissable par sa mise en scène très terre-à-terre, notamment avec l'utilisation fréquente de la caméra épaule, son traitement sans concession de l'humanité et ses dérives, ou encore par sa critique viscérale et amère du système américain sur ses axes sociaux, politiques et religieux. Si vous aussi vous aimez niquer l'ambiance, ne cherchez plus, Darren Aronofsky s'occupe de tout. Bien, le petit tour d'horizon du bonhomme est fait et sachez que j'ai pris un plaisir immense à le retrouver en salle pour son film The Whale. Il est maintenant temps de vous expliquer en 3 films pourquoi Aronofsky est un réalisateur de génie. Un homme capable d'imposer ses idées souvent au prix de critiques sévères, mais qui n'empêche en rien l'expression de son talent et de l'enthousiasme de son public. 3 étapes, 3 films, on est parti. Quoi de mieux pour commencer qu'une plongée ténébreuse dans la vie d'une famille de Brooklyn, quartier de naissance de notre bon vieux Darren. Si je vous dis Requiem for a Dream, vous me faites... Hop. Doucement, on va se faire striker, et déjà qu'on n'a pas beaucoup de vues. Requiem for a Dream nous raconte la descente aux enfers de Harry, sa mère Sarah, sa copine Marianne et son meilleur ami Tyrone. Notre trio vit dans un paradis illusoire et intouchable, créé par une consommation quotidienne et dense d'héroïne sous toutes ses formes. Quant à Sarah, la mère de Harry, happée chaque heure par son poste de télé, rongée par la solitude, ainsi que sa vieillesse et persuadée d'avoir été appelée à participer à son émission préférée, elle va chercher à maigrir grâce à des pilules coupe-faim pour rentrer dans sa robe d'antan, la ramenant à ses plus belles années. Le film nous montre une vision crue et parfaitement horrifique, qu'elle soit rêvée ou réelle, des conséquences des dépendances liées ou non aux drogues. La télé, la réputation sociale, les critères physiques, l'argent facile qui pousse au larcin, la gloire éphémère, la société oppresse au plus haut point les plus désespérés des âmes, obligées de se raccrocher aux premières opportunités qu'elles peuvent saisir, aussi désuètes soient-elles. Nos personnages vont donc tour à tour se faire aspirer par les conséquences de leur mode de vie, choisi ou non. Harry se verra amputé d'un bras par la gangrène, due à ses piqûres à répétition, Marianne devra se prostituer pour avoir accès à sa dose, Tyrone se retrouvera en prison et se verra sevré de force, et enfin, Sarah finira par être internée et soumise à des traitements moyenâgeux, lui retirant le peu d'humanité qui lui restait. Alors on pourrait se dire que ces personnages sont butés, qu'ils méritent complètement ce qui leur arrive. Sauf que l'environnement qu'Aronofsky apporte à son écriture et à sa mise en scène joue un rôle central. Parce que malgré le libre arbitre et la possibilité de faire de meilleurs choix, nos personnages sont coincés par un système qui ne leur permet pas de faire autrement.
De plus, on constate surtout un manque total d'empathie des personnes censées représenter ce même système, nous rappelant constamment qu'être un individu n'est pas synonyme d'être humain, mais au minimum d'être un numéro parmi tant d'autres. Le représentant pénitentiaire, qui se moque de l'état de santé des incarcérés, le médecin prescrivant les pilules coupe-faim à Sarah et qui ne la regarde jamais, les aides-soignants plus tard qui s'occupent d'elle comme on s'occuperait d'un sac de déchets, Marianne qui donne le peu de dignité qui lui reste à des hommes qui ne la voient que comme un défouloir charnel. Un portrait ô combien moralisateur et effrayant d'une Amérique qui prône constamment sa réussite en gardant sa constante la plus importante, effacer ses dettes pour ne pas les payer plus tard. C'est ainsi que Darren Aronofsky arrive à pointer du doigt toutes les défaillances des États-Unis, bien trop hypocrites et fastes dans leur succès. Le tout est emporté par un casting parfaitement impliqué avec Jared Leto, Jennifer Connelly, Marlon Wayans et Ellen Burstyn. Vous l'aurez compris, pas de paradis sans enfer, pas de lumière sans obscurité, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Bon, même s'il n'y a rien d'étonnant à ce que les plus démunis soient les plus maltraités, qu'en est-il des stars? Si on réussit aux USA, on n'a jamais aucun problème, non? Bon, là, on va attaquer un gros morceau. C'est ma bite. Parce que si Aronofsky fait partie de mes réalisateurs favoris, c'est pour ce film. Je soulignerai également la renaissance incroyable de Mickey Rourke, majestueux sur tous les plans. L'un de mes films préférés, The Wrestler. Dans The Wrestler, on suit la vie de Robin Ramzinski, dit Randy le Bélier ou Randy the Ram, catcheur glorieux des années 80, oublié du public après que le temps et les matchs ravagent son corps. Ne cherchant pas à arrêter malgré l'âge et suite à un combat extrêmement sanglant dans un match hardcore provoquant une grave crise cardiaque qui a failli lui coûter la vie, Randy va devoir faire un choix crucial, raccrocher les bottes ou mourir. Mais que doit faire Randy, lui qui ne sait vivre qu'entre les cordes d'un ring, seul, sans ressources et sans autre aptitude professionnelle? Notre héros va alors se rapprocher de sa seule amie, Cassidy, une stripteaseuse vieillissante qui travaille dans une boîte miteuse. Également, il va tenter de renouer des liens avec sa fille perdue de vue, Stéphanie, qui nourrit un profond mépris et une immense rancœur vis-à-vis de son paternel. Vivant dans une précarité sociale et financière extrême, Randy va tout essayer pour s'intégrer dans un monde qu'il ne connaît pas et qui ne le reconnaît plus, sauf pour l'humilier. Pour lui, ce sera le combat ultime, qui finalement le ramènera dans le ring pour une dernière confrontation face à son plus grand adversaire du passé, après avoir déçu sa fille et avoir vu ses avances repoussées par Cassidy. Wouh! C'est la fête aujourd'hui, dites-moi! Ouais. Super. Ouais. En même temps, je vous avais prévenu, hein. Ici, le filon exploité par Aronofsky est beaucoup moins métaphorique et sous-jacent. Le récit est bien plus brutal, entrant parfaitement en osmose avec les sujets qu'il aborde. La solitude, l'ingratitude, le respect, l'égoïsme, la famille, etc. Et quoi de mieux que le catch pour englober toutes ces réflexions? En effet, le catch est un sport méconnu, affublé de tout un tas d'étiquettes débiles avec ses histoires drôles, tristes, tragiques, ses légendes montantes, celles qui sont déchues, et ses controverses. Petite remise en contexte. Le catch, ou lutte professionnelle, est un sport-spectacle né en France au milieu du 19e siècle. Il consiste, la plupart du temps, à voir deux catcheurs s'affronter dans un ring, le tout sous le regard attentif d'un arbitre. Les matchs de catch sont scriptés, c'est-à-dire que les protagonistes connaissent le résultat à l'avance, mais pas le public. Le tout est de raconter une histoire, celui du gentil qui doit vaincre le méchant. Le face étant le héros, le heel sera donc le vilain. Oui, les super-héros existaient déjà avant l'arrivée massive des comics américains. Popularisé dans les années 50-60 en France avec des noms comme Le Petit Prince, Le Boucher de Béthune ou encore l'Ange Blanc, le catch s'est vu démocratisé de manière internationale dans les années 80, notamment grâce à des fédérations comme la WWE, la WCW dans les années 90, la NJPW au Japon, la CMLL au Mexique, etc. Et beaucoup de catcheurs sont passés par la case cinéma. Lino Ventura par exemple, André le Géant aussi dans Princess Bride, Hulk Hogan dans Rocky III ou encore Randy Savage dans Spider-Man. Le parallèle entre le catch et le cinéma est donc logique et naturel. Les combats sont scénarisés, des rôles sont joués, des cascades sont effectuées, des effets pyrotechniques et de la musique sont utilisés pour les entrées. Quel autre sport peut autant se rapprocher du 7e art? Aucun. Avec tout ça, vous vous demandez sûrement... Il est con quoi lui. Mais non, pas ça! Ça! Qu'est? Le rapport entre le cinéma d'Aronofsky et le catch. Eh bien, c'est Randy. Randy est un catcheur d'un ancien temps qui fut une légende, une star incroyable acclamée de par le monde. Mais il n'est plus que l'ombre de lui-même, sa gloire ayant emporté avec elle l'argent, les fans, sa famille et également sa dignité.
Vivant dans le déni, il refuse qu'on lui dise qu'il n'est plus rien, qu'il ne peut plus continuer à combattre. Mais ne plus combattre sur le ring le force à livrer un combat dont il n'a jamais su se dépêtrer, celui de la vie, des relations stables et saines, des moments du quotidien qui n'ont d'égal que les cris de la foule en délire, scandant son nom. Le brio de ce film est là. Randy est attachant et détestable. Cassidy est une mère stripteaseuse donneuse de leçons de morale. Stéphanie est rongée par une rage justifiée mais ne cherche pas à pardonner. Le film est constamment ambivalent, dur avec ses protagonistes et l'environnement qui les entoure les alourdit d'un fardeau trop imposant. Et les autres personnages sont clairement là, soit pour humilier Randy, soit pour l'utiliser à leur profit. Alors, où veut en venir Tonton Darren? On en revient toujours aux effets de la société. Même les plus grandes stars peuvent chuter de haut. La société s'en moquera, tant qu'elle tourne. Les gens n'ont que peu de scrupules, la solidarité est utopique à tous les points de vue, sauf si elle profite aux forts, et les faibles devront constamment lutter pour survivre. Le catch n'est qu'une fausse liberté, comme celle qui envahit l'au dehors. Les relations humaines sont terribles dans ce film, constamment en tension sur le point de craquer à chaque instant. Et finalement, mieux vaut-il vivre plus longtemps comme un fantôme, errant entre sa souffrance et sa solitude, ou mourir en attirant une dernière fois le peu de lumière que les autres nous donnent. Randy, lui, a fait son choix. Nombreuses sont les stars du catch qui ont failli et qui se sont retrouvées dans des situations similaires. Lex Luger, Scott Hall, Chris Benoit et d'autres. Certaines ont vrillé plus que d'autres, mais la chute reste vertigineuse quand le succès et la célébrité sont acquis sans préparation. Si on a vu dans Requiem for a Dream que les plus faibles étaient touchés par les maux de la société, l'Amérique montre aussi qu'elle n'est pas tendre avec les plus forts. Elle n'aide personne. Que reste-t-il qui pourrait sauver cette population en proie au mal constant? Les Américains ont leur réponse. Et Darren, lui, se chargera de leur montrer que ce n'est qu'un problème de plus. Allez, on attaque un film qui s'est fait chier dessus pour sa cruauté gratuite, sa provocation facile et sa narration bancale. On parle bien ici de Mother, que j'ai eu la bêtise de ne pas aller voir au cinéma parce que j'avais vu Noé. Alors que Noé, il est vachement inférieur quand même. C'est de la merde. Mother raconte l'histoire psycho-horrifique d'une jeune femme et de son mari, joués respectivement par Jennifer Lawrence et Javier Bardem. Le film se dote d'un excellent casting avec entre autres Ed Harris ou Michelle Pfeiffer. Les membres du couple, sobrement appelés elle et lui, vont vivre leur vie ensemble de la manière la plus tranquille qui existe, jusqu'à l'apparition d'un mystérieux inconnu. Et je vais m'arrêter là, parce que c'est un sacré bordel à raconter, Mother. Alors, comme je dis souvent, je veux bien être sympa, mais il s'agirait d'aller se faire foutre. C'est précisément ce que ressent elle, car lui va accueillir toutes les personnes qui se présentent à la porte du nid conjugal. Bien évidemment, sans l'avis de sa femme. Pourquoi faire? Hein? Non mais c'est une vraie question là. Comme vous l'aurez compris, Mother s'empare de la religion chrétienne pour y montrer ses facettes les plus sombres. Ah, ouais, je comprends mieux la misogynie du bonhomme. Lui représente Dieu et elle, sa femme, sa conscience, celle qui veut préserver la tranquillité de leur vie plutôt que de la dévouer à l'humanité. Allez, devinez pourquoi le film s'est pris des tartines de merde saupoudrées de mauvaise foi. Tout simplement parce qu'ici on parle de Dieu, et que c'est un film américain. Comme on a pu le voir précédemment, Aronofsky a pu s'attaquer à toutes les facettes de la société américaine et occidentale de manière globale pour en ressortir un délire obsessionnel et interrogatif mais cohérent sur les défauts et faiblesses du monde moderne, tant au niveau social que politique, familial ou encore individuel. S'il ne fallait retenir qu'un seul film de Darren Aronofsky, ce serait bien Mother. On y retrouve son style scénaristique et visuel au plus haut de son achèvement, les thèmes humains et sociaux qu'il aime aborder, mais en plus, un nouvel aspect qu'il maîtrise avec grande efficacité, au-delà de l'hypocrisie qui est inhérente à l'homme. Et cette idée, elle est résumée avec un adage très connu. La fin justifie les moyens. Si les moyens sont en l'occurrence basés sur une religion et ses préceptes de valeurs morales, de tolérance, d'amour, d'empathie et de solidarité, tout le reste n'est rien de plus qu'un accident. Tout réside dans le personnage du poète de Javier Bardem. Lui se fiche de sa vie de couple. L'amour des autres vaut tout à ses yeux. Elle n'a plus aucun pouvoir tant l'ivresse de la reconnaissance balaye tout, et que peu importe les sacrifices, les erreurs ou les horreurs, lui sera pardonné car il nous aime. Pour Aronofsky, la religion n'est pas une vertu, mais bien une couverture pour finir de mettre sous le tapis toutes les pires atrocités humaines. Pour vous donner un exemple en 3 mots, foule bébé démembré.
Je vous laisse à votre imagination, parce que le père Darren, lui, s'est permis de montrer un nourrisson donné en pâture à des croyants. Pardon, des croyants. Oui, c'est ultra graphique et dégueulasse, et cela restera l'une des images qui m'aura le plus dérangé de toute ma vie. Et c'est pas comme si j'étais un grand fan des bébés, mais mes capacités à être un gigantesque sac à merde s'arrêtent à certaines limites morales. C'est donc pour ça que vous observez ce petit chaton depuis environ 10 secondes. Comme quoi le bougre a très bien fait son boulot. Darren Aronofsky est donc un maniaque obsessionnel des mots. Les mots comme le mal, genre pas comme des chiffres et des lettres. Je pense que personne n'aura cette ref. Dit ainsi, on pourrait penser que c'est un homme légèrement psychopathe qui ne sculpte que la noirceur de l'être humain, selon lui foncièrement mauvais. Mais finalement, son œuvre entière est importante, tant politiquement qu'artistiquement. Parce que même si ces personnages sont loin d'être des saints, l'environnement froid, capitaliste, humiliant et brut que pose le réalisateur dans tous ses films montre que malgré toutes les bonnes intentions, s'il y en a, la société et ses préceptes réussiront tôt ou tard à s'infiltrer dans la faille de la plus bienfaisante des âmes. Il n'y a ni issue, ni héros, ni méchants, mais seulement des obstacles, des survivants et des monstres. Voilà pour Darren Aronofsky. Je vous promets que j'ai énormément galéré à écrire cet épisode, et pas parce que j'avais pas envie, juste parce que vous l'avez vu, c'était pas hyper fun. Mais maintenant que c'est terminé, je vais enfin pouvoir passer à un projet un petit peu plus drôle. Enfin, ce que nous on fera, ce sera drôle. Parce que le film analysé, il le sera pas du tout. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter si l'épisode vous a plu. On se retrouve très vite sur Twitch pour les lives du mercredi. YouTube, Instagram, Twitch, TikTok pour ne rien louper de nos prochaines aventures. Et d'ici là, passez une excellente fin de journée, fin de soirée, en fonction de quand vous regardez la vidéo. Ciao!